travail d'analyse précis du texte, mais aussi du contexte. Ce qui fait que Mireille Huchon propose un vaste panorama d'histoire des mentalités. Diamo il benvenuto a Mireille Huchon Voilà. e la ascoltiamo molto volentieri quello che ci dirà sulle origini della langue française. Écoutez, je vous remercie, je remercie Franco, un ami depuis tant de décennies, de m'avoir invité et puis de pouvoir être présente aujourd'hui ici et de constater combien de voir cette magnifique fondation. Enfin, je trouve que c'est vraiment une entreprise absolument exceptionnelle. On reste émerveillé parce que vous avez fait, de voir ces pièces qui sont consacrées à la littérature du XVIe siècle, de voir tous ces livres anciens que vous avez, et puis aussi quelques livres italiens aussi, et du français également, le livre français du XVIIIe et du XXe siècle. C'est vraiment une entreprise exceptionnelle dans un cadre qui est fabuleux. Enfin, c'est tellement beau de voir cette nature autour de ces livres. On a ici une symbiose vraiment extraordinaire. Donc, vous m'avez demandé de parler des origines de la langue française. Alors, les origines de la langue française, on va en parler peut-être jusqu'au XVIe siècle. D'ailleurs, dans l'imaginaire du XVIe siècle, l'origine des langues et l'origine du français sont en débat. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, on a la thèse théologique de la monogénèse du langage et d'une langue adamique première, avec dans la Genèse, où finalement où Dieu a présenté les êtres vivants à Adam, et Adam les a nommés, d'où la langue adamique. Et après, cette langue adamique a été dispersée lors de Babel. Mais le point, c'est que certains pensent qu'il y a quand même possibilité de retrouver la langue première. Alors il y a la thèse que la tribu d'Héber aurait échappé au châtiment de Babel et qui serait à l'origine de l'hébreu. Mais on a au XVIe siècle encore une autre thèse qui est que finalement on a Galim. Galim, vous voyez, ça correspond au nom des Gaulois. Et c'est finalement, les Galim, ça signifie sauver des eaux. Et on aurait eu, et c'est ce que dit Postel, qu'il y a finalement les Gaulois qui étaient l'origine première, donc les Gaulois qui auraient échappé au châtiment aussi, et que la langue française serait donc à l'origine une langue première, la langue... Bon. Alors ça, c'est véritablement l'imaginaire un peu de Postel. L'autre thèse, mais l'autre thèse que l'on trouve qui est très bien représentée et qui est évidemment tout à fait à la gloire des Français, c'est une origine troyenne du langage. C'est-à-dire que le fils d'Hector, qui a disparu, qui a été tué d'ailleurs par Achille, le fils d'Hector aurait échappé donc à la destruction de Troie. Ce serait sous le nom de Francus, et il serait donc à l'origine de la royauté française, et donc nous serions les descendants des Troyens. Vous voyez que c'est assez intéressant parce que ça signifierait aussi que les Français, la langue française, ne descend pas du latin, mais est à mettre en rapport avec le grec. Et le grec ou le troyen, le troyen qui est peut-être le phrygien. Donc, origine grecque ou troyenne du français, ce qui fait que par rapport au XVIe siècle, quand on a finalement la filiation latin-italien, vous voyez que nous,
les Français, nous aurions une filiation grec-français, ce qui permettait, dans une sorte au XVIe siècle, un peu de débat entre les langues et de concurrence entre les langues, de mettre en avant la supériorité du français. Alors ça, c'est l'histoire imaginée. Alors la véritable histoire que je vais maintenant vous raconter, c'est en fait l'origine vraiment du français, c'est-à-dire la réalité. Alors la réalité, eh bien, le français, c'est une langue romane, issue du latin, comme l'italien, comme l'espagnol, comme le portugais, comme le roumain, comme le catalan, comme l'occitan, comme le sarde, comme aussi le rhéto-roman. Alors le rhéto-roman, c'est le romanche qui est parlé dans le canton suisse des Grisons. C'est aussi alors le ladin, qui est parlé dans les Dolomites, les provinces italiennes de Bolzano, de Trento, de Belluno, et c'est aussi le frioulan, qui est parlé dans le Frioul de la Vénétie julienne. Donc tout ceci, ce sont des langues romanes, mais toutes ces langues romanes, qui ont d'ailleurs comme origine le latin parlé, comme nous allons le voir, de toutes ces langues romanes, c'est le français qui a été attesté la première fois en quelque sorte comme langue indépendante du latin, et ceci, donc du latin langue mère de toutes ces langues romanes, et ceci vraisemblablement, parce qu'il est, non pas vraisemblablement, à coup sûr, parce qu'il est le plus éloigné du latin. Parce que le français a été, enfin la langue française a été soumise à de nombreuses influences. Donc il y a d'abord un superstrat qui est le gaulois, et d'autre part à cause de toutes les invasions, enfin les invasions du francique. Et donc ça a été, à cause de cela, il a été très, comment dire, il était très différencié de toutes les autres langues romanes, et donc au IXe siècle, il apparaît comme cette langue, la lingua romana. Alors, cette lingua romana, peut-être pourrait-on mettre la première, merci d'ailleurs de vous occuper de cela. Eh bien, la langue, enfin comment dire, la première attestation du français comme langue lingua romana, on l'a trouvé déjà dans le 9e siècle, dans des gloses de certaines abbayes, de l'abbaye de Reichenau, entre autres, où on avait les termes latins qui étaient transcrits aussi qui est donné comme un glossaire dans une langue, enfin dans la langue romana, c'est-à-dire le latin, et la lingua romana. Alors, la date canonique de naissance du français, c'est les fameux serments de Strasbourg. Alors, les serments de Strasbourg, c'est date de 842. Le texte a été conservé dans une copie du Xe siècle, qui est celle-ci, copie du Xe siècle de l'ouvrage de l'historien Nithard, qui a consacré donc un ouvrage à relater l'histoire des fils de Louis le Pieux, qui est lui-même le fils de Charlemagne. Donc c'est l'histoire des petits-fils de Charlemagne, comme lui, puisque Nithard, c'est leur cousin. Donc le cousin raconte l'histoire, et on a cette histoire par cette copie du XVIe siècle, une copie d'ailleurs qui était au Vatican, qui a été prise par les troupes de Napoléon, qui s'est retrouvée en France et qui n'a pas été rendue, donc nous l'avons toujours, qui n'a pas été rendue parce qu'il y a eu un troc avec le Vatican et on a donné à la place un manuscrit grec. Donc nous avons en France conservé notre manuscrit des serments de Strasbourg. Alors qu'est-ce que ces serments de Strasbourg? Eh bien, c'est des serments que vont faire entre eux les petits-fils de Charlemagne, c'est-à-dire Charles le Chauve. Charles le Chauve qui régnait sur une partie de la France. Alors on peut mettre peut-être la suivante. Charles le Chauve régnait sur une partie de la France, et on avait Louis le Germanique qui régnait sur ce qui correspondait à l'Allemagne. Alors tous les deux
ils vont s'allier contre leur frère Lothaire, qui lui régnait sur la Lotharingie, sur la Bourgogne, sur la Provence et aussi sur la Lombardie. Alors ils se font un serment mutuel, et le serment mutuel est prononcé par Charles le Chauve en todisca lingua. La todisca lingua, c'est-à-dire la langue francisque rhénane. Alors que l'autre, Louis le Germanique, va la prononcer en Roma lingua. Donc vous voyez, ils échangent leur langue et ensuite il y a aussi les soldats qui prêtent serment. Alors c'est ici le texte finalement, le serment que Louis le Germanique donne au IXe siècle. Alors vous le voyez, si vous avez du latin, combien on se rend compte qu'il y a une différence par rapport au latin classique, c'est-à-dire c'est le premier texte en lingua romana. Alors par exemple, on peut voir qu'il y a eu la chute de voyelle finale. Vous voyez qu'on a Christian, il n'y a plus Cristiano. Donc la chute des voyelles finales. On a une réduction de la déclinaison aussi. La déclinaison des 6 cas, elle est réduite à 2 cas. Le cas, ce qui deviendra en ancien français, le cas du sujet et le cas de l'objet. Donc vous voyez ici, on a Deus et Deo. Voilà, on a à un moment donné Deus et Deo. Et on a quelque chose qui est très important pour cette langue, c'est l'utilisation de pronoms personnels, puisqu'on n'avait pas de pronom personnel en latin. Alors on a un pronom personnel, on a on quelque part, sicum c'est à la 6e ligne, sicum on perd droit, on qui est le on, et vous trouvez aussi quelque chose qui est très intéressant, qui est la forme eo. Voilà. Vous voyez, si vous regardez la 4e ligne, parce que vous avez si, salvare, eo, sist, néon, fratre, carlo. C'est-à-dire eo, c'est-à-dire ainsi, je sauverai, ainsi sauverai je. Eo qui provient du ego. Ego qui donnera je en français. Donc vous voyez, on a ici l'utilisation véritablement des pronoms personnels qui existaient certes en latin, mais une utilisation qui est une utilisation à côté du verbe, qui n'était pas toujours obligatoire en latin. Donc on a, et puis on a la forme salvare, qui est une forme, une périphrase, c'est-à-dire que les futurs latins, qui est de toute façon la différence entre le latin et le français, c'est que le latin, c'est une langue qui est, où vous avez finalement les désinences qui sont à la fin, vous avez la personne du verbe aussi qui est marquée par la désinence du verbe, alors que le français va devenir une langue analytique, c'est-à-dire qu'on analyse le pronom personnel et le verbe. Et alors là, vous avez salvare, c'est-à-dire salvare qui est formé sur salvare adeo, c'est-à-dire j'ai à sauver. Et cette forme, salvare, c'est une forme qui est donc une forme périphrastique par rapport au futur latin. Bon, mais ça, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails. Donc ça, c'est le premier texte connu. Il y a certainement des formules qui sont des formules, comment dire, enfin des formules politiques, des formules toutes faites, mais ça montre quand même ce qu'il en est du latin, de du romain. Alors, auparavant, là, donc on était au IXe siècle, donc vous voyez, constitution de la lingua romana qui deviendra le terme de français, enfin qui deviendra ensuite la française. Alors, l'histoire antérieure, ce qui est intéressant, c'est les Gaulois. Alors les Gaulois, lorsque les soldats romains arrivent, ils importent leur langue à la faveur de la conquête des Gaules, la conquête de la Gaule racontée ensuite par César, et
Je vous invite à lire le livre 6 sur César qui raconte ce qu'on sait sur les Gaulois, enfin ce qu'il savait sur les Gaulois, ce qui vaut quand même son pesant, si je puis dire. Donc, on avait les Gaulois. Alors, les Gaulois, c'est un peuple venu d'Europe centrale depuis un millénaire. Donc, on est à la conquête de la Gaule, c'est-à-dire au second, premier siècle, dès le second siècle et au premier siècle avec César. Donc, il y avait depuis 1000 ans les Gaulois. Alors, les Gaulois parlaient le celtique. Alors, cette langue, c'est une langue d'origine indo-européenne. C'est-à-dire qu'il y avait un peuplement indo-européen, c'était des tribus qui étaient venues d'Europe centrale, des steppes de Russie, et qui ont envahi l'Inde et la Gaule. Alors le gaulois, c'est-à-dire langue celtique, est parlé dans la Gaule cisalpine, c'est-à-dire la plaine du Pô, et est parlé aussi dans la Gaule transalpine, c'est-à-dire la France, la Suisse, la Belgique. Et il faut savoir que les Gaulois étaient très nombreux, il y avait quand même une dizaine de millions de Gaulois. Alors c'est une langue qui est une langue à déclinaison, une langue à conjugaison, et c'est une langue qui se caractérise par une grande richesse de son vocabulaire, et entre autres, des vocabulaires très composés. Par exemple, si vous prenez Vercingétorix, vous avez donc tous dû entendre parler, et bien Vercingétorix, il y a un préfixe ver, qui veut dire supérieur, et il y a un suffixe rix, qui veut dire roi. Et entre les deux, Saint-Géto, eh bien, ça signifie le guerrier, le héros. Alors c'est une langue qui est une langue orale. Les Gaulois, donc, ont une langue orale, qui a été transcrite quand même au sud de la France en alphabet grec. Alors pourquoi en alphabet grec au sud de la France? C'est pour ça d'ailleurs que César dit que les druides parlaient grec, parce qu'il avait lu, il y a ces inscriptions en grec. Alors pourquoi en grec? Parce qu'au sud de la France, c'était des colonies grecques qui avaient colonisé le sud de la France, et vous avez d'ailleurs tous les termes tels que Nice, Marseille, etc. Ce sont des termes qui sont à l'origine des termes grecs. Donc là, on avait une écriture grecque, et d'autre part, plus tard, il y a eu une transcription en alphabet latin après la conquête de Gaule. Et on a retrouvé des inscriptions sur des monnaies qui sont du gaulois écrits en écriture cursive latine. Alors entre autres, on a trouvé en 1983 le plus grand texte, c'est le plomb du Larzac, ça a été trouvé sur le Larzac, et c'est un plomb, c'est une plaque en plomb, où il y a des caractères magiques. Des caractères magiques parce que c'était une caractère magique d'une confrérie de sorcières, on est arrivé à déterminer, confrérie de sorcières, et c'est le plus long texte conservé, 160 mots gaulois. Alors, les envahisseurs romains, ils vont imposer leur propre langue face aux Gaulois. Il faut savoir néanmoins que pendant tout un temps, il y a eu le bilinguisme, c'est-à-dire qu'on parlait le gaulois, on continue à parler le gaulois, mais il faut savoir aussi qu'on a latinisé de nombreux mots gaulois que les latins ont empruntés et qui appartiennent essentiellement à la réalité rurale. C'est du type, alors les tona, ça a été un terme gaulois qui a été latinisé en tona, et tona qui donne le tonneau, parce qu'ils étaient très forts justement pour faire des tonneaux. On a aussi été très forts pour la charonnerie, et par exemple un mot tel que leur mot gaulois a été latinisé en carus, et carus qui a donné le terme de char. D'autre part, si on regarde en France, dans la France actuelle, eh bien, il reste une centaine de mots courants qui sont gaulois, tels que le chêne, la charpente, la crème, c'est gaulois, le gosier. Et il y a de nombreux homonymes aussi, tels que Paris. Paris, c'est la ville des Parisis,
c'est-à-dire un peuple gaulois. Lyon, c'est aussi gaulois, c'est la forteresse du dieu Lug. Donc on a toute des grandes survivances. Et une des grandes survivances aussi, c'est la manière de compter par 20. Parce que les Gaulois comptaient par 20. Alors ils disaient 1 20, 2 20, 3 20, et bien sûr 80. 80 qui restaient. Et on avait même, ça allait jusqu'à 15-20. Et par exemple, Saint-Louis créera l'hôpital des 15-20, qui était pour 300 aveugles. Et on a encore 15, 22, 20. Donc voilà pour ces Gaulois, en sachant aussi que peut-être on a pu penser que le son était en latin, on n'avait pas de son U. Donc on avait Mourousse, et non pas Murus. Enfin, comme on a appris à tous les écoliers français jusqu'à présent maintenant. Donc, mais on prononçait Mourousse. Et il semble que le fait de passer de OU à U, eh bien, ce soit une particularité, enfin, ça a été une influence gauloise. Donc, les Gaulois, les Romains imposent leur langue, mais il faut savoir que cette langue est très diverse. Évidemment, les Romains qui arrivent, ils parlent le romain parlé. Alors, le romain parlé, le romain qu'on appelle le latin vulgaire, aussi le latin vulgaire au sens de latin vulgus, de la foule. Eh bien, c'est un discours quotidien, si je puis dire, et où c'était une langue populaire, ce latin parlé, qui était très imagé. Par exemple, au lieu de dire édéré, on disait mandoucaré, ce qui voulait dire jouer des mandibules. Au lieu de dire la tête, pour caput, ils ne disaient pas caput, mais les soldats disaient testa. Testa, c'était un pot de terre. Et testa, c'est devenu en français tête. Et aussi beaucoup de diminutifs, auricula, etc. Donc, c'est un latin parlé dont il n'existe que quelques traces, mais qui a été reconstruit grâce aux lois de la phonétique historique. La phonétique historique qui montre qu'au fil du siècle, par exemple, on va prononcer, je ne sais pas, capra, on va faire monter de chabra, chèvre, etc. On a pu reconstituer un peu certains étimons. Donc, mais à côté de ça, bien sûr, on avait un latin classique, en Gaule même, il y avait la société gallo-romaine qui s'était créée, où il y avait des écoles, donc c'était une société, une société qui avait été où la civilisation romaine s'était apparue. Mais il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, en latin, dans ce latin parlé, on avait aussi des développements de certaines périphrases, par exemple, bonnement, on disait bonamente, c'est-à-dire je fais quelque chose, bonamente, d'un bon esprit. Et ça nous donnera des formes du type bonnement en français, etc. Donc on a encore là des tas d'éléments qui sont périphrastiques. Alors il faut savoir, il va y avoir en 476, il y a la chute de l'Empire romain et puis il y a les grandes invasions. Mais il faut savoir que, d'abord la langue parlée n'était pas unifiée en Gaule avant les invasions, et il faut noter qu'il y avait aussi déjà de grands contacts entre la société gallo-romaine et d'autre part les Germains, c'est-à-dire les Francs. Les Francs servaient comme mercenaires de l'armée romaine. Il y avait, et on voit bien d'ailleurs ce qu'était cette société un petit peu, où il y avait les Germains qui étaient présents. Il y a eu une interdiction des mariages mixtes. Donc on interdisait aux Gallo-Romains de pouvoir se marier avec des Germains. Il y a eu aussi un édit où on interdisait le costume barbare. Le costume barbare, alors c'était d'abord le manteau de fourrure qu'avaient les Franciques, c'était aussi les cheveux longs et le pantalon. Donc il y avait des interdictions à ce moment-là. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait une mode de donner des prénoms germaniques. Et d'autre part, il y a eu un certain nombre de latinisations
de termes, dès avant les invasions germaniques, il y a eu des latinisations de termes, qui sont des termes franciques. Alors, je vais vous donner l'exemple du terme à partir de franc. On a fait le terme de francus, qui a été latinisé en francus, franc, qui signifiait libre. Et au IIIe siècle, on a eu donc latinisation de francus. Alors, il faut savoir que le prénom Franco est justement dérivé de ce mot de francus, qui signifiait libre. Donc, on a en italien Franco, et en français, on aura franc, puisque le français va perdre sa voyelle finale. Donc, sur francus, on formera la forme francia, qui donnera francia. Donc, vous voyez, il y avait déjà une interprétation entre les germaniques, enfin entre le germain et d'autre part le latin. Alors, 5e siècle, les envahisseurs francs, contrairement aux Romains, ils n'arrivent pas à imposer leur langue. Mais ils n'imposent pas leur langue, donc ça sera toujours le latin, enfin en quelque sorte la langue qui sera une lingua romana, mais ils vont assimiler un certain nombre de valeurs de la culture gallo-romaine. Entre autres, on voit que le baptême de Clovis en fait figure du symbole à ce moment-là, et on va voir le latin et le germanique qui vont coexister le latin et le latin parlé ensuite, qui vont coexister du 5e au 10e siècle. Alors là, ils ne vont pas imposer leur langue, mais ils vont imposer certaines prononciations. Entre autres, alors qu'on ne prononçait plus le H aspiré, comme en latin ça avait disparu, eh bien on va à nouveau prononcer le H aspiré. Ce qui vous explique qu'en français, on a une distinction entre herba, l'herbe, qui provient de herba, avec un H qu'on ne prononce pas, mais le héros, parce qu'on a en quelque sorte un souvenir un peu de cette aspiration. Alors, et d'autre part, il va y avoir un renforcement de l'accent d'intensité. Alors, il faut savoir qu'en latin parlé, déjà, le latin qui se caractérisait par un accent mélodique, il va y avoir de plus en plus un accent d'intensité, parce qu'un accent mélodique qui faisait d'ailleurs que les voyelles, on faisait une différence entre les voyelles brèves, les voyelles longues, etc. Et que si vous prononciez Populus avec un ou long, ou Populus avec un ou bref, si vous trompiez, si vous étiez adorateur, c'était évidemment le scandale. Donc, on va avoir la chute des voyelles finales, etc. Je signale que le français qui a laissé un certain nombre de termes. Il a laissé des termes qui concernent la couleur, qui concernent les instituts bleus, blancs, qui concernent les institutions féodales, le baron, le sénéchal. Il a laissé aussi le suffixe ard, qui veut dire fort, et que l'on retrouve dans les prénoms. Gérard, qui est prononcé, qui fait avec ce suffixe ard, et la forme gère qui signifie la lance, ou Richard, qui est formé à partir de Rico, qui signifie le commandant, et ard, qui signifie donc fort. Donc vous voyez, on a une importance quand même de ce superstrat français, mais surtout ça explique comment on a eu une différence, vous voyez, ces différences de peuplement qui fait que la langue française est bien éloignée de l'italien actuel, hein, puisque ce n'est pas du tout la même affaire. Alors on va passer maintenant à peut-être les suivantes, qui est justement, alors quel est le statut ensuite du français? Donc vous l'avez bien compris, au IXe siècle, on a eu on a la lingua romana, et on a cette conscience de parler une langue différente du latin, qui est aussi renforcée par la réforme carolingienne, la réforme sous Charlemagne. Je rappelle, Charlemagne a inventé l'école. Donc on va avoir, avec les écoles qui reviennent au IXe siècle, on va avoir à nouveau le latin classique, ce qui fait que c'est aussi ce qui va permettre d'avoir bien conscience d'une langue différente de la langue latine.
Alors, néanmoins, on va avoir comment dire, le latin, cette langue, cette lingua romana, n'est évidemment pas du tout homogène. Selon les pays, les endroits, on va avoir de grandes différences et on va avoir donc des dialectes. Alors les dialectes, vous voyez, on va avoir des dialectes qui sont des dialectes d'Oïl et des dialectes d'Oc. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette différence? Vous la trouvez d'ailleurs dans Temps parle, dans le début de l'ère lingua, au XIVe siècle. La langue d'Oïl, c'est la façon de dire oui. C'est-à-dire, on disait hoc, il est. C'est-à-dire, ceci, hoc, il est fékit. C'est-à-dire, il est, c'est-à-dire lui, hoc, fékit a fait, hoc, cela. Donc, hoc, il est. Alors que la langue d'oc, eh bien, ça ne va pas bouger, on aura toujours hoc. Ce qui vous explique, parce qu'il faut savoir, on a dû le préciser, c'est que c'est surtout le nord de la France qui a été marqué par les grandes invasions. Tandis que là, c'est resté beaucoup plus le sud de la France, qui était protégé par des montagnes aussi, fait que c'est devenu beaucoup moins, comment dire, elle a beaucoup moins évolué par à l'origine. Je vais vous en donner un bon exemple. On dit capra en latin, c'est devenu cabra en Languedoc, mais c'est devenu chèvre et chèvre en français. Donc en français, enfin ensuite en langue d'Oïl. Donc on a les langues d'Oïl, on a une langue d'Oc, donc il y a des différenciés, et on a aussi le franco-provençal. Alors le franco-provençal, c'est finalement des dialectes qui sont caractérisés, comme le piémontais aussi, qui sont caractérisés par leur origine, celle de la latin parlé, etc., mais soumis à des influences d'Oïl, des influences aussi de l'italien, donc alors là c'est les linguistes, le hoc et Oïl, on trouve dès le Moyen-Âge, en quelque sorte, la différence, tandis que ce qu'on appelle le franco-provençal, c'est une invention, enfin ce terme est une invention de linguistes. Et le croissant, c'est la même chose. Le croissant, c'est-à-dire une zone qui est intermédiaire. Alors, Oïl, vous voyez que vous avez le normand, le champenois, le gallo, le langevin, le gallo, le poitevin, le berrichon, le bourbonnais, etc. Saint-Onge-Douai. La langue d'Oc, vous avez donc le limousin, l'auvergnat, le provençal, le languedocien, le gascon, etc. La langue basque, c'est une langue qui était avant les peuplements indo-européens. Le breton, c'est en fait revenu, la langue bretonne est revenue comment dire, c'est un celtique qui est revenu d'Angleterre. Donc voilà, et puis, bon, il faut savoir que le normand est passé aussi, l'anglo-normand était passé en Angleterre. Et puis l'alsacien et le mosellan et le flamand, ce sont des langues qui restent, enfin qui sont des langues germaniques. Donc ce sont des dialectes germains. Le corse, c'est un dialecte italien. Donc, vous voyez, on a une France dialectale où on voit bien que la langue n'est pas unie et que l'on prononce par exemple différemment cité, on prononcera chité en picard, alors qu'on prononcera cité en français. Alors on a une langue qui est unie, une langue qui n'est pas unie, elle va se trouver néanmoins plus ou moins unie à l'écrit. À l'écrit, on va avoir une sorte de langue commune, une scripta commune, ce qu'on appelle une scripta, c'est-à-dire une écriture commune, que l'on a, enfin que certains disent être le francien, qui est la langue de l'Île-de-France, mais enfin tel n'a jamais été le cas. Disons que c'est une sorte de creuset qui s'est passé donc au centre de la France. Et puis surtout, il y a cette langue médiévale qui a été, qui est devenue, enfin qui est la langue ensuite littéraire, qu'on dit être le francien, mais qui est une sorte de, comme je vous dis, d'écriture commune, avec quelques parfois des éléments picards, etc. Et c'est dans cette langue que sont écrites les chansons de gestes, les romans antiques, qui vont faire la grande
qui vont faire la littérature du Moyen-Âge, les romans de Chrétien de Troyes, le roman de la Roche, le roman de Renard. Il y a toute une littérature qui se développe, qui est une littérature en vers, d'où le roman, quand on dit roman, ça signifie généralement écrit en vers au Moyen-Âge. Le roman de Renard est écrit en vers, le roman de la Rose est écrit en vers, mais au XIIIe siècle, on aura des mises en langue, des mises en prose. Je signale que la Languedoc a été, comment dire, la Languedoc, le Moyen-Âge, ça a été vraiment des siècles prestigieux pour la Languedoc, qui se caractérise, comme je le dis, par le fait qu'elle est beaucoup moins proche beaucoup plus proche du latin. Hein. Alors on a, elle est assez proche aussi, enfin, il y a eu de nombreux rapports qui sont faits avec l'italien et avec les troubadours qui ont fortement marqué la poétique italienne également. Alors je signale d'ailleurs que de la Languedoc, on a conservé le mot d'amour en français, étant donné c'est la langue des troubadours, puisque ça provenait de amoré, de donner amour, qui n'aurait pas dû donner amour en Languedoc. En Languedoc, ça donnait ameur, mais on a donc emprunté le terme d'amour. Je signale aussi qu'il y a eu qu'il y a beaucoup au XIIIe siècle, il y a vraiment une littérature de troubadours, dont vous trouvez d'ailleurs des traces chez Dante, hein, la Commedia de Dante, et dans le De Vulgari et Loquentia, où il parle de ces différents troubadours. On en a recensé, je crois, 400, donc, qui allaient de lieu en lieu. Donc c'est des troubadours, alors que, vous avez peut-être entendu parler, l'équivalent en Languedoc, ce sont les trouvères et les troubadours. Donc, il faut peut-être que j'accélère. Comment? On a encore du temps. J'ai encore du temps. Bon. Donc, je n'accélère pas. Donc, je vais vous parler maintenant du moyen français. Alors, vous voyez là, se constitue une langue médiévale, en quelque sorte, qui ne cesse néanmoins d'évoluer. Hein. Et je ne vous ai pas donné toutes les évolutions au fil du temps. Donc, il faut voir qu'à la fin de l'Ancien français, on a la chute de la déclinaison. Parce que, il faut quand même que je vous dise que l'Ancien français est une langue qui se caractérise par la déclinaison. C'est une langue où vous avez un cas du sujet et un cas du régime. Donc, le cas sujet, vous avez l'Irois. L'Irois, c'est le sujet, et le roi, c'est le complément. Ce qui fait d'ailleurs que c'était assez facile dans une langue. On pouvait avoir l'Irois qui pouvait se trouver à différents lieux de la phrase, alors qu'en français moderne, hein, vous êtes obligé d'avoir le sujet, sauf le sujet qui est normalement devant le verbe. Donc, on avait un cas sujet, un cas régime, qui disparaissent, enfin parce qu'il y a eu la chute, entre autres, des voyelles finales, et ça s'est accompagné du développement des déterminants, c'est-à-dire de l'article. L'article n'existe pas en latin. On a des exemples, on avait des exemples, je vais vous le dire tout à l'heure, dans le serment de Strasbourg, au IXe siècle, on a des exemples de l'article. L'article qui provient de il est le démonstratif latin, et qui a donné naissance et au pronom personnel et à l'article. Et donc l'article, c'est vraiment une des grandes différences avec le latin, enfin le latin classique. Et donc cet article, eh bien, il se généralise, tout comme la place du pronom personnel, etc. D'autre part, la langue, au cours de ce qu'on appelle le moyen français, c'est-à-dire le XIVe, XVe siècle, s'enrichit considérablement de termes latins. Et de termes latins qu'on emprunte pour emprunter, par exemple, le latin scolastique, le latin de l'université, a besoin pour certaines réalités, a besoin de termes qui sont donc, que l'on emprunte au latin. Alors il y a une foule de termes qui sont
qui sont empruntés et qui sont généralement des termes abstraits d'ailleurs, que l'on emprunte, je sais pas, des formes d'abstraction, etc. Tout ça, c'est un énorme, enfin c'est énorme, tout ce qui apparaît dans ces moments-là. Et entre autres, il y a toutes les traductions Oreste, etc., toutes les traductions du latin qui font que, eh bien, pour les réalités qui n'existaient pas dans la langue commune, eh bien, on est obligé d'emprunter. Donc, on emprunte les termes, et ce qui fait qu'on a un certain nombre aussi de doublets, c'est-à-dire on a en français des termes qui ont une origine, comment dire, une origine populaire, donc qui ont été soumis à l'évolution phonétique, et à côté de ça, vous avez des termes qui sont vraiment dans leur forme latine, en quelque sorte, parce qu'ils ont été empruntés. Donc, vous avez par exemple la forme hospitalem, latin, qui a donné l'hôtel, mais quand on emprunte, ça donnera le terme d'hôpital. On aura aussi, par exemple, un mot tel que caméra, alors là c'est plus tard, l'emprunt, mais caméra qui a donné chambre, on empruntera ultérieurement sous la forme de caméra. Donc, de très nombreux emprunts latins au cours du Moyen-Âge, de l'ancien français. Il faut savoir aussi que le français, c'était, comment dire, hors des frontières, on a un certain recul quand même du français, parce que le français était parlé en Angleterre, c'est la langue des rois, elle était parlée donc par les rois parlaient français, et on a toujours en prétendant aussi que la France était leur royaume, donc il était évident qu'on continuait à parler français, et donc on avait aussi le français qui était le français juridique en Angleterre, et il y a eu jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait la law French qui était utilisée. Et puis on avait aussi dans les ports francs, à Jérusalem, etc., ou le royaume aussi d'Antioche, eh bien on parlait le français, on parlait la lingua franca. Bon, mais on va passer au XVIe siècle, c'est quand même notre siècle. Hein. Donc, alors, le XVIe siècle, c'est le siècle de l'illustration de la langue française, de sa mise en ordre, d'une réflexion aussi sur les rapports avec les autres langues vulgaires, et en particulier, c'est aussi la rivalité avec le toscan. Alors, tout d'abord, il y a des dates phares. Alors, il y a l'ordonnance de Villers-Cotterêts, si vous pouvez la noter. Alors, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, alors, vous avez souvent entendu parler de 439, c'est François Ier qui signe une ordonnance à Villers-Cotterêts, puisqu'il était à ce moment-là à Villers-Cotterêts. Il faut savoir que la cour était itinérante, elle était tout au long de la France, et il avait passé quelques jours à Villers-Cotterêts, il avait d'ailleurs été malade, à ce moment-là, il était resté plus longtemps que prévu, et il a signé cette ordonnance. Alors cette ordonnance, voilà, c'est les deux, alors que les arrêts, c'est une ordonnance sur les faits de justice, c'est une ordonnance de 192 articles, qu'on ne dit jamais, mais 192 articles sur donc, le fait de justice et l'abréviation des procès sur le royaume de France. Alors, elle a eu une diffusion exceptionnelle. Il y a eu 16 éditions. D'abord, il y a eu des copies manuscrites qui ont été envoyées à tous les parlements. Et puis, il y a eu des éditions, 16 éditions, ce qui fait que le public il y a eu une vingtaine de milliers d'exemplaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inouï pour le XVIe siècle. Alors, cet article, il n'y a que 2 articles qui sont à portée linguistique. Alors, il y a l'article 110, que les arrêts soient clairs et entendibles, c'est-à-dire intelligibles, et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des 10 arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait, ne puisse avoir aucunement ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation. Donc, vous voyez que les arrêts soient clairs et entendibles. Pour quelle raison? Eh bien aussi parce que le latin, je ne l'ai pas dit, mais le latin était très corrompu. Le latin avait été très corrompu et souvent, le latin qui était utilisé, on le voyait bien aussi par exemple dans les sermons, c'était un peu une sorte de latin de cuisine. Et assez souvent, c'était un latin qui était très corrompu
et vous avez de très nombreux jeux de mots qui se font avec cette corruption du latin. Donc il faut que les arrêts soient clairs et entendibles, et voilà ce qu'il dit, de prononcer et expédier tous actes en langage français. Et pour ce que telles jauges sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus aux arrêts, nous voulons dorénavant tous arrêts et ensemble toute autre procédure, soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit des registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. Alors ça veut dire que cela doit être contre le latin, et d'autre part, alors on s'est interrogé, parce que le latin était corrompu, et on s'est interrogé pour savoir ce que signifiait ce langage maternel français. Certains se sont dit, est-ce que c'est l'exclusion des dialectes, ou est-ce que ça permet des dialectes? Bon, il y a tout un débat. En fait, depuis un certain temps déjà, l'abandon du latin s'était fait, et il y a eu, bien avant cette ordonnance, d'autres ordonnances qui invitaient à traduire le français, et ceci dès 1490. Il y a eu des ordonnances des rois de Charles VIII, et on avait d'autre part un certain nombre de chartes qui étaient déjà écrites en français dès le XIIIe siècle, et tout le notariat royal était en français. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ensuite monté en épingle ces deux arrêts, alors qu'il semble bon, que j'étais déjà dans les autres ordonnances, et je pense aussi que cette ordonnance de Villers-Cotterêts était une ordonnance de justice, était une ordonnance aussi où il y avait un grand nombre d'articles qui étaient des articles de police et qui demandaient à ce qu'il n'y ait plus de confréries d'artisans, qu'il ne puisse plus y avoir de maîtrise d'artisans, parce qu'il y avait eu de grandes grèves juste avant, de grandes grèves à Lyon, entre autres, la grève des métriques et la grève des soyeux, enfin, et il y avait de très grandes grèves, et visiblement, le fait que ça ait été répandu comme ça, c'était une entreprise qui était une entreprise plutôt de police, mais ce qui fait quand même que néanmoins, bon, ces articles sont restés comme des articles phares de l'histoire de la langue française. Mais il faut savoir donc que dès le début du siècle, il existait déjà, indépendamment de ceci qui était quand même pour la langue juridique, il existait un certain nombre d'ouvrages qui prônaient le développement du français, la mise en ordre du français. C'est entre autres le Champfleury de Geoffroy Tory en 1529, c'est la première rhétorique du français en 1521, c'est les premières grammaires du français en 1530, première grammaire du français paligraphe, écrite en anglais, et première grammaire aussi, seconde grammaire du français, celle de Sylvius, écrite en latin. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Et c'est d'autre part, avant même l'ordonnance de Villers-Cotterêts, on avait eu l'instauration des signes auxiliaires, c'est-à-dire des apostrophes, des accents. Jusqu'en 1530, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'apostrophe. Donc, il a été un grand... Et d'autre part, à la date d'anniversaire de 1539, qui est celle de Villers-Cotterêts, il y a, donc on pourrait mettre la date la suivante, le dictionnaire de Robert Estienne. Alors, vous voyez, le dictionnaire de Robert Estienne, 1539, qui est un dictionnaire qui a pour caractéristique d'avoir les termes en français et leur correspondance en latin. En fait, c'est le premier dictionnaire du français, notamment, mais Robert Estienne avait, l'année précédente, fait un dictionnaire latin-français. Donc il a retourné son dictionnaire, l'année suivante, il a fait un dictionnaire français-latin. Alors il y a eu, tout au long du siècle, il y a eu d'abord en 1549, il a refait son édition, il a refait une édition du dictionnaire, et en ajoutant de très nombreux termes, qui sont des termes juridiques. Et donc, si vous voulez, ça va quand même dans le sens aussi de la langue de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, de très nombreux termes juridiques, en mettant la lettre B, parce que c'était Budé qui les avait fournis. Guillaume Budé, le
grand humaniste qui est à l'origine du Collège de France, c'est-à-dire des lecteurs royaux en 1530. Alors, il faut savoir que le premier dictionnaire, quand même, entièrement en français, date de la fin du XVIIe siècle. C'est en 1680, le premier dictionnaire, donc de Furetière et Richelet, qui font les premiers dictionnaires, et ensuite le dictionnaire d'Académie en 1694. Premier dictionnaire de l'Académie, et l'Académie française qui n'a cessé de faire ces dictionnaires, qui vient de sortir la 9e édition de son dictionnaire, la 8e datant de 1935. Donc, on a cela, alors on va avoir toute une... on va aussi avoir dans les années 40, de nombreux ouvrages qui vont s'intéresser à la langue française. Vous pouvez mettre peut-être la défense de Du Bellay, la défense et illustration de la langue française, donc de l'origine des langues. Alors il faut savoir que ce que vous lisez là, l'origine des langues, en fait, Du Bellay prône donc la défense et l'illustration de la langue française, mais toute sa première partie est empruntée à Speroni, au dialogue des langues de Speroni. Alors, on aura aussi de très nombreuses... on va peut-être montrer ici les suivantes. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. On va avoir des tentatives de mise en ordre du français, de mise en ordre de l'orthographe. Alors, c'est entre autres Louis Maigret, le traité de la grammaire française. Alors, combien que d'une pauvre considération, vous voyez qu'il a son propre système. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous pouvez regarder. Tout ceci, vous pouvez les trouver sur Gallica. Vous vous amusez à regarder quelle était l'orthographe que préconisait Louis Maigret en 1550, avec des E. Et puis, surtout, ce qu'il voulait, c'est que l'orthographe soit proche de la prononciation. Car il faut savoir que l'orthographe, c'était considérablement, c'était considérablement compliqué par rapport à l'époque médiévale, parce qu'on n'avait pas, il y a eu une fixité de l'orthographe qui s'est faite à l'époque médiévale, et qui correspondait vraiment à la prononciation. On prononçait Roy, on ne prononçait pas le roi, on prononçait Roy. On ne prononçait pas l'eau, l'O-E-A-U, mais on prononçait les A-O. Et donc tout cela a survécu, mais la prononciation a évolué, mais on a conservé ces graphies. Et puis on a aussi eu beaucoup de graphies qui sont des graphies étymologiques, puisqu'on voulait que l'orthographe soit proche à ce moment-là de l'origine. Donc il y a des tas de débats au XVIe siècle, c'est très intéressant, mais bon, je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Mais donc là, Maigret voulait que l'orthographe soit proche de la prononciation. Même chose ensuite, le suivant, même date, 1550, c'est Jacques Pelletier-du-Mans. Pelletier-du-Mans, alors vous voyez déjà simplement, regardez simplement le titre, dialogue de l'orthographe et prononciation françoise, en prononcé François. Donc vous voyez qu'on a le E barré pour marquer le E. Donc on a des systèmes comme ça au XVIe siècle qui sont mises en place. Donc, mais ce que je voudrais maintenant, c'est parler un petit peu des rapports avec l'italien. Alors, les rapports avec l'italien, jusqu'à quelle heure je peux parler? Je peux parler jusqu'à minuit. Hein. Je peux vous parler de la langue française. Dites-moi une heure précédente. Non. Comment? Ça dépend de vous. Ça dépend. Bon, alors écoutez, si vous n'êtes pas trop fatigué, je vais vous parler un petit peu. Alors là, je vous ai parlé au début de la suprématie du français sur d'autres langues, l'italien. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ces liens entre français et italien au XVIe siècle. Alors, il faut savoir qu'il y a un ouvrage qui est très important,
pour le XVIe siècle. Et pour ce moment, ces années 1530-1540, où vraiment, 1550, où se fait toute une conscience de la langue française, il y a un ouvrage qui est très intéressant, c'est l'ouvrage de, alors je ne sais jamais prononcer l'italien, Castiglione, donc son livre du courtisan, qui date de 1528, donc l'auteur en avait présenté, d'ailleurs, c'était plus ou moins François Ier, il y avait du rapport avec François Ier, mais bon, les choses ensuite se sont un petit peu envenimées, mais enfin, bon, disons que l'auteur avait présenté un exemplaire de luxe, d'ailleurs, à François Ier, et d'autre part, en 1537, il y a la traduction par Jacques Collin, qui était le lecteur du roi, et le roi François Ier a voulu vraiment qu'il y ait beaucoup de traductions. Et il a demandé donc la traduction du courtisan, qui s'est faite en 1537, et qui a été publiée en 1537. Alors, le courtisan, je ne sais pas, peut-être je ne peux pas vous l'apprendre, mais c'est un ouvrage qui est vraiment très important pour les langues, parce que c'était tout un débat entre ce que doit être la langue italienne. Alors, parce que vous allez voir que la questionnée de la lingua italienne, elle se retrouve dans les débats français. Donc, la grande question, c'était de savoir ce que doit être, quelle est la forme de l'italien. Est-ce qu'il faut, alors, dans le courtisan, on a justement la position du courtisan qui dit que, alors je vous l'ai dit dans la version française, la force et vraie règle de bien parler consiste plus en l'usage qu'en autre chose, et toujours ces vices d'user de paroles qui ne soient pas en accoutumance. Il importe de choisir les mots qui aient force et élégance, et qui soient les mots de tous les jours, et des mots de la conversation. Alors que face à cela, on a la position de Bembo. La position de Bembo, qui veut que lui, et il y a Bembo aussi, on avait François Ier possédait un exemplaire, qui souhaitait, lui, que l'on impose la langue d'art du XIVe siècle, et celle de Pétrarque, de Boccace, et donc il y a tout un débat en italien qui se fait, mais bon là je ne vais pas en dire plus, mais qui va être transposé en français. Et on va avoir des ouvrages qui vont être en quelque sorte en langage courtisan. On dit par exemple la traduction du Décaméron qui se fait en 1545, elle va être donnée comme magnifique parce qu'elle est en langage courtisan, un langage donc très facile d'accès. Même chose alors pour les Amadis. Alors les Amadis, c'est vraiment le succès du XVIe siècle. On a 24 volumes jusqu'au XVIIe siècle. Les Amadis, c'est l'histoire d'Amadis de Gaulle, et François Ier avait un goût tout particulier pour cette histoire des Amadis, et il en avait demandé, qu'il avait rencontré lorsqu'il était prisonnier à Madrid, puisque Charles IV l'avait fait prisonnier, et donc il avait pris goût à les Amadis des Gaulois, il en avait demandé la traduction à Herberet des Essarts, qui en 1540 traduit, et puis il y a toute une série, et donc c'est vu comme vraiment la langue magnifique, la langue courtisane, et c'est vu comme tel. Donc, d'un côté, on a toute cette langue courtisane, et de l'autre côté, on a des débats sur l'illustre français, qui va être la position de Rabelais. La position de Rabelais qui va être de chercher, exactement comme Dante le fait lorsqu'il cherche entre toutes les langues, toutes les variétés de l'italien, enfin les variétés de la langue, et je crois qu'il a vu qu'il y avait 1 millier de variétés de langue italienne. Donc il recherche l'illustre italien, qui est comme une panthère fabuleuse, qui est entre tous les dialectes. Et donc on va voir Rabelais qui va faire exactement la même chose. Donc, si vous voulez, qui fait avec une langue qui est une langue très artificielle, prise avec des mots qui sont pris partout. Et donc, on a
comme ceci, dans la langue littéraire de l'époque, une sorte de débat un peu qui se fait et qui correspond un petit peu à ce que l'on avait avec l'italien. Donc il y a ça. Je vais aussi mettre en avant l'importance des dialogues de Sperone et Speroni, dialogues de Sperone et Speroni, qui sont en italien en 1542. Il y a différents dialogues, dialogues d'amour, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est les dialogues des langues et les dialogues de rhétorique. Donc, c'est date de 1542. Et la défense et l'illustration de la langue française, toute la première partie est finalement une traduction de Sperone et Speroni. Alors, ça a été mis en valeur, c'est Villet qui l'a mis en valeur au XXe siècle, mais en fait, dès le XVIe siècle, on a dit, dès la sortie de l'ouvrage, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait, on ne parlait pas de plagiat à ce moment-là, et d'ailleurs il trouvait que c'était très bien, qu'il avait mis qu'il s'était servi de Sperone et Speroni, le dialogue des langues. Et d'autre part, toute la réflexion qui se fait dans les poètes de la Pléiade, elle est marquée. Alors, les dialogues n'ont été traduits qu'en 1551. Finalement, Du Bellay, lui, l'a lu en italien. Ce qui est intéressant. Mais il n'a pas dit qu'il l'utilisait. Et bon, alors que dans la France moderne, il aurait été traîné devant les tribunaux et ouvrages, censurés. Donc au XVIe siècle, c'est l'ordre de l'imitation, c'est non pas de l'ordre du plagiat. Donc il a utilisé très largement ceci, et comme je disais, la Pléiade a largement utilisé le dialogue de rhétorique, qui est un dialogue tout à fait remarquable, où il y a une valorisation du style moyen, par rapport aux trois styles, une valorisation du style moyen, de la délectation, et on avait de la part de Sperone et Speroni des choses très, très intéressantes à ce propos. Donc, vous voyez, le débat sur ce qu'est la langue littéraire, sur le débat aussi sur la langue française, il est très marqué par les débats italiens. D'autre part, alors bon, on a un débat bien sûr qui se fait sur la prééminence du français ou du toscan, que l'on trouve chez le maire de Belge, au début du XXe siècle, célébrait la concorde des deux langages, disant qu'après tout, les deux proviennent d'un même tronc et racine, c'est à savoir de la langue latine, mère de toute éloquence, tout ainsi comme les ruisseaux procèdent de la fontaine. Et donc il prônait justement l'union politique et intellectuelle du toscan et du français, en disant d'ailleurs aussi que le langage latin, toscan et français se rapportent l'un à l'autre, tout ainsi comme une petite trinité. Vous voyez là, c'était assez idyllique au début du siècle, ça ne l'est plus à la fin du siècle. Henri Estienne fait des débats, des pamphlets linguistiques sur les deux dialogues du nouveau français italianisé, et lui prône la précédence du langage français. Alors, pour quelle raison il a été lu aussi un tel changement aussi, une des choses, un des faits qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a eu une italianisation de la cour française avec Catherine de Médicis. Et on a dit que c'était une véritable petite Italie. Alors, de nombreux emprunts, justement, au XVIe siècle. Alors, il y a eu une amplification, véritablement, au XVIe siècle, des emprunts à l'italien. Parce qu'on a pu relever que, par exemple, au XIIe siècle, on a relevé que 7 mots venaient de l'italien. Et au XVIe siècle, on en a trouvé quelques 500. Il y avait déjà eu au XVe siècle et au début du XVIe siècle des importants termes qui étaient apparus avec la traduction du Décaméron, qui étaient apparus aussi avec les Francs. Il y avait les banquiers génois, les Florentins, qui avaient une grande influence. Mais au XVIe siècle, on va véritablement avoir
des termes italiens qui vont être pour la navigation, la guerre, la vie sociale, les termes abstraits, les termes affectifs. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'emprunts, en sachant que la grande différence finalement, et peut-être ce qui est très dommageable, c'est qu'on empruntait, mais on francisait. Tandis que maintenant, on emprunte, les pizzas, on les emprunte, mais on n'a pas du tout francisé l'orthographe. Tandis qu'au XVIe siècle, on a une francisation de l'orthographe, et par exemple, on a les macarons, qui proviennent de chez vous, on a les saucissons, qui sont aussi italiens, on a l'artichaut, on a la pistache, mais vous voyez, tout ceci a été francisé dans le vocabulaire, dans l'orthographe. Alors on a des termes, colonel, caporal, bataillon, cavalier, infanterie, tout ça ce sont des termes italiens, parce que François Ier avait finalement refait ses légions sur le modèle d'ailleurs d'Italie. L'architecture, ça vous doutez, hein, grotesque, modèle, arabesque, appartement, tout cela ce sont des termes italiens. Bon, la gondole bien sûr, mais la frégate aussi. Négociant, mercantile, le sonnet, enfin le sonnet même si on dit qu'il est quand même français, peut-être d'origine, au XIIe siècle, le sonnet, le madrigal, et puis bien sûr tout ce qui est de l'ordre de la mascarade, la courtisane, d'amouraché ou de caresse, tout ceci on le fait avec les Italiens. Prononciation italienne aussi, par exemple la prononciation de... On a pensé que la prononciation du passage de Ouai à Aix se faisait au XVIe siècle aussi sous l'influence des Italiens, prononciation de françoise à français, anglais. Comme le dit Henri Étienne, et je sais bien qu'entre vous courtisans, trouvez tous ces mots de trop meilleure grâce, pour ce qu'ils sont plus mignards, et qu'il ne faut pas que les dames ouvrent tant la bouche, comme aussi elles en font quelque conscience, ou pour le moins font le semblant. Donc vous voyez là, on a prononcé Rouen, on prononçait Rennes. Donc tout ceci a été vu comme venant de l'italien. Alors je terminerai avec l'Hercule gaulois quand même, parce qu'après vous avoir dit tout ce qu'il pouvait dire de l'italien. Donc l'Hercule gaulois, qui est le suivant. Voilà. Alors l'Hercule gaulois, c'est une figure mythique, vraiment, de la suprématie du français. Alors l'Hercule gaulois, on le magnifie justement dans la première moitié du XVIe siècle, et c'est une récupération linguistique, je vais vous expliquer tout ça, d'un texte de Lucien de Samosate. Alors Lucien de Samosate, c'est un auteur satirique du second siècle, qui était syrien, enfin correspondant à la Syrie actuelle, et qui écrivait en grec. Alors cette histoire de l'Hercule gaulois ça a été traduite en latin par Guillaume Budet, pardon. Elle a été transposée aussi dans le manuscrit de l'Institution du Prince que Budet a donné à François Ier, qui sera publié que beaucoup plus tard. Et ça a été surtout vulgarisé par le Chant fleuri donc de 1529, de Geoffroy Tory, qui est vraiment le premier ouvrage en français de célébration de la langue française, de l'invitation à le mettre en règle et de la mise en garde contre tout ce qui peut le corrompre, c'est-à-dire les écumants de latin, etc. Alors, c'est une description, en fait, chez Lucien, c'est la description d'une peinture qui est vue par un grec en Gaule et qui est interprétée par un Gaulois. Alors, l'Hercule français, il l'utilise, le chant de Champfleury, il l'utilise donc comme une exhortation à mettre et ordonner la langue française, pour certaines règles de parler élégamment, en beau et plus sain langage français. Alors il dit avoir voulu justement magnifier le français. Alors quelle est l'histoire de Lucien? Alors vous voyez, on a un Hercule. D'ailleurs vous voyez qu'ici, Hercule Gallicus, c'est devenu Hercule le français. Vous voyez,
intéressant, hein, Hercule le Gaulois, il est Hercule le Français. Mais voilà, l'histoire c'est Hercule, que vous voyez là, il attache par des chaînes aux oreilles d'un certain nombre d'individus, vous voyez, qui sont là, une foule de gens, il attache des chaînes, et ces chaînes proviennent de sa langue, qui est percée. Donc, Lucien explique que les Français, puisque vous voyez, Tori, donc là, c'était en grec, ça a été traduit en latin c'était Galli, et ensuite, vous voyez que là, Tori traduit par Galli, est traduit par les Français. Alors, Lucien note que les Français, dans leur langue maternelle, appellent Hercule Gaumion et le présentent en peinture d'une façon nouvelle et inusitée. Alors, Gaumion, c'est un dieu celte. Alors, il explique, il le présente comme un vieillard, Lucien, comme un vieillard aux cheveux blancs dégarnis, peau ridée, brûlé par le soleil, comme une sorte de vieux marin, et avec les ornements d'Hercule, la peau du lion, la massue, la trousse, vous voyez aussi, un arc, et d'autre part, l'arc à la main, et il a vous voyez derrière, il a ses flèches. Hein. Alors, considérant que cette représentation que Lucien trouve curieuse, il pense que les Français auraient voulu ainsi, que les Gaulois plutôt, auraient voulu ainsi se moquer des dieux grecs, hein, pour se venger des dégâts qui auraient été causés sur leur territoire par Hercule. Mais il fait remarquer qu'il y a quand même une particularité singulière, c'est que ce vieil Hercule tire après lui une grande multitude d'hommes et de femmes qui sont tous attachés par l'oreille, par de petites chaînes d'ambre, semblables à des colliers, et qu'ils sont tous d'ailleurs très joyeux, et qu'ils ne songent pas à se délier de ces chaînes. Alors, il explique que comme le peintre n'avait pas trouvé de lieu où attacher l'autre bout de ses chaînes, puisque Hercule avait une massue, etc., eh bien, il avait percé la langue d'Hercule, et comme Lucien s'étonnait justement et s'indignait d'un pareil spectacle, le druide, le français, qui était un druide, qui connaissait bien le grec, qui prononçait parfaitement, lui en avait donné la raison, c'est que les Gaulois attribuent l'éloquence non pas à Mercure, mais qu'ils l'attribuent à Hercule. Et que c'est l'Hercule gaulois qui est le signe même de l'éloquence des Gaulois, et donc des Français. Alors, vous voyez, nous avons ici, pour Tori, il explique que ce Français devait d'ailleurs un druide, et il montre comment, finalement, sous l'écorce, en quelque sorte, de cette fiction, eh bien, Lucien a montré que le français, les Gaulois, savaient beaucoup mieux persuader que le latin et le grec, et que les Grecs, justement, en disant que cet Hercule était Gallicus, il montrait vraiment qu'il n'était non pas Latinus ni Grecus, mais qu'il était Latinus, qui montrait la supériorité de l'éloquence française. Alors cet Hercule, il parcourt vraiment tous les débats sur la langue française, et entre autres, c'est une figure très importante, vous voulez mettre la suivante, c'est une figure très importante pour l'entrée d'Henri II à Paris. Alors cette entrée d'Henri II à Paris, elle se fait le 15 juin 1949, donc Henri II, François Ier est mort en 1947, Henri II est fait roi en 1949. Bon, il y a eu un peu de temps que les Parisiens préparent la fameuse entrée, mais la fameuse entrée a eu lieu. Alors on a conservé le récit, c'est comme cela, vous pouvez d'ailleurs le regarder là aussi sur Gallica, c'est une magnifique vue. Alors dans cette entrée, il y a Henri II qui est assimilé, on peut dire, des Argonautes, mais on a ici donc un arc triomphal, un arc de triomphe. Alors on faisait beaucoup à ce moment-là dans les villes, pour les entrées des rois, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en carton-pâte, un peu comme ceci. Donc là,
sur l'arc triomphal de Saint-Denis, étaient représentés les 4 États, l'Église, la noblesse, le conseil et le labeur, qui étaient liés à l'oreille à Hercule, l'Hercule gaulois. Mais comme nous dit ce texte, ce livret, son visage se rapportait singulièrement bien à celui du feu roi François, prince clément en justice, restaurateur des beaux-arts et sciences, même plus éloquent que autre roi qui est régné en France devant lui. Donc vous voyez, il a la tête de François Ier, cet Hercule gaulois. On précise aussi que les 4 chaînettes d'or et d'argent qui sortaient de sa bouche étaient suffisamment larges pour ne pas servir de contrainte, et les 4 personnages marchent franchement à grands pas, vous le voyez, les mains tendues, vers cet Hercule de Gaulle, qui était proprement, volontairement du moins, tiré par l'éloquence du nouvel Hercule, et comme dit encore le livret, lequel a fait fleurir en ce royaume les langues hébraïques, grecques, latines et autres beaucoup plus qu'elles n'ont jamais fait par le passé. Et on avait donc une mise en scène de cet Hercule gaulois. Alors Du Bellay en fait de l'Hercule gaulois aussi une sorte d'étendard pour son combat pour la langue française, pour la défense et l'illustration de la langue française. Donc je vous inviterai à lire la dernière page, et véritablement une sublimation, si je puis dire, de l'Hercule gaulois qui peut vaincre, qui est bien supérieur à ce qu'ont été les Latins ou les Italiens. Donc j'en resterai là. Merci.